Alors bonsoir, Renouveau Médiéval accueille ce soir Morrigan Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Morrigan Hainaut. Alors Morrigan, vous êtes une voyageuse, vous vous définissez un petit peu comme ça? C'est ça, une voyageuse, je pense que c'est le terme le plus adéquat pour expliquer ce que je fais, ce que je fais de mon temps libre. Oui. Parce que tout simplement, je vais d'endroit en endroit à la rencontre des lieux, des personnes, à la recherche de l'histoire, avec un grand H, avec un petit H, les petites histoires, les grands mythes, les grandes légendes, les noms, les endroits, toutes ces choses-là. Et alors vous avez choisi de retranscrire une partie de votre parcours, en tout cas sur un carnet de voyage, qu'on peut trouver notamment sur Internet. Tout à fait. Et dans vos tribulations, si je puis dire, c'est le hasard qui vous guide, vous avez des prédilections pour certains pays, certains lieux? Oui, j'ai une prédilection pour l'Irlande qui est ma terre d'adoption. Oui. Ma terre de cœur. Mais après, souvent je suis guidée par les gens que je rencontre, par des endroits qui m'appellent d'une certaine manière, qui ont tout simplement, parce que c'est un peu comme tirer sur un fil, dérouler une bobine, et les endroits appellent d'autres endroits, et du coup il suffit de se laisser porter par le courant et d'arriver jusqu'à l'endroit où on est censé aller. C'est un peu ça. Et vous avez, je ne sais pas si on peut dire, vous avez un but assez précis tout de même, qui est, disons, de transmettre à travers votre carnet de voyage, soit de nous ramener à la source ou aux origines des choses, soit par le nom des pays ou le nom des villes, qui sont déjà très signifiants, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est vrai que mon carnet de voyage, c'est surtout, j'essaye de présenter une autre façon d'aborder ces lieux, qui sont des lieux que tout le monde peut visiter avec n'importe quel guide touristique. Mais justement, c'est pas un guide que je propose, c'est vraiment un autre point de vue, un autre regard sur ces choses-là, notamment par effectivement le nom de ces endroits qui sont assez porteurs en fait. En France on va connaître beaucoup, on connaîtra Paris qui vient de Parisis, qui vient de la tribu donc des Parisis. On connaîtra Lugdunum qui a sa propre, qui en point de vue de la légende a plusieurs significations, notamment le mont au corbeau, le corbeau qui est la tribu de Lug. Le dieu gaulois ou le dieu celte, qui, selon la légende, en fait, serait apparu à son fondateur sous la forme de corbeau. Mm-hmm. Et donc, qui aurait permis la construction de la ville à cet endroit-là. Et il y a beaucoup d'endroits qui vont ressembler à ça par le nom, qui par le nom vont parler de leur histoire déjà dans un premier temps. Notamment, par exemple, Cruachan, qui est une cité mythique en Irlande. Qui est l'ancienne capitale du Connaught, qui est un des comtés d'Irlande, une des grandes régions d'Irlande, qui est en fait, qui vient de Cruach, la servante d'une grande divinité irlandaise, qui donc a reçu cette terre de Midir, un des dieux du Shi, qui est l'autre monde. Et du coup, on va déjà dérouler le fil d'une légende, et à partir de là, vont venir d'autres légendes, puisque Cruachan est aussi la cité de la reine Maeve et du roi Ailil, qui sont deux personnages assez fameux de la mythologie irlandaise. Et à partir par exemple de ces personnages, on peut tout à fait aller se diriger vers le nord, puisqu'ils sont partis à la conquête de l'Ulster pour récupérer le brin de Coulet, qui est une bête fabuleuse qu'il voulait ramener dans le Connaught pour une histoire de pouvoir, comme souvent ça arrive dans les légendes. Et enfin voilà. Et donc du coup, tous ces endroits sont des endroits qui permettent, qui par leur nom donnent des indices, et après il faut aller dans ces lieux, découvrir ces endroits, partir à la recherche de ces lieux, qui ont chacun leur histoire, et surtout les gens autour souvent ont une histoire, l'histoire de ces lieux. Ouais, ils ont des légendes sur ces lieux que l'on ne va pas trouver dans les livres. Et est-ce que votre attrait pour le celtisme, les légendes celtiques, est lié à votre propre nom, ou qu'est-ce qui vous a appelé vers ces sujets? Chrétien de Troyes disait, puis il a été retranscrit que par le nom on connaît l'homme. Et je pense sincèrement que le nom qu'on se choisit ou le nom qu'on a reçu
définit, décrit et explique qui on est. Notamment, on trouvera ça dans les légendes celtes. À partir du moment où le héros va devenir un héros, il va changer de nom. On peut le voir notamment avec cet Anta qui va devenir Cuchulainn. Lorsqu'il tuera le chien du forgeron, il deviendra donc le chien du forgeron. Ou alors avec Demné qui, en mangeant le saumon de la connaissance, va devenir Finn, le brillant. Et pour moi, qui m'appelle Morrigan, qui est un nom un peu particulier, et qui suis née le jour de Samhain, et qui n'est pas, enfin, en sachant que mes parents ne sont pas du tout celtisans, donc c'est un peu le nom m'est un peu tombé dessus. Ça a d'autant plus de valeur à mes yeux que j'ai été effectivement portée et emmenée dans ces endroits tout au long de ma vie en fait. Il a suivi après c'est un choix, il faut prendre la route ou ne pas la prendre, ça c'est un choix, mais une fois qu'on l'a prise, c'est difficile de revenir en arrière. Et j'imagine que vous avez recherché un petit peu la signification de votre nom, enfin, ou vous-même lui donner des attributs particuliers. Tout à fait. Morrigan signifie grande reine. Oui. La traduction littérale. Après, c'est un personnage que l'on va rencontrer souvent dans la mythologie irlandaise. C'est la divinité de la souveraineté guerrière en fait. Et donc, dans tous les récits justement où cette souveraineté va être mise en cause ou interpellée, elle va apparaître pour porter un message, pour être, elle est à la fois prophétesse, déesse psychopompe, guerrière. Et donc, cette divinité va être porteuse de messages à bien des titres, puisque notamment dans la bataille de Moytura, elle va être druidesse, elle va agir contre ses ennemis. Dans la razzia, elle va se pencher sur l'épaule de Cuchulainn pour acter de sa mort. Dans un certain nombre d'autres récits comme ça, elle va porter des messages où elle va être le témoignage de cette souveraineté, une sorte de témoignage de la terre. Et c'est un peu ce chemin-là que j'ai choisi de suivre moi aussi, c'est-à-dire d'essayer de recueillir ces témoignages et s'il m'est possible de pouvoir les transmettre d'une manière ou d'une autre. Et à part ce carnet de voyage, est-ce que vous transmettez d'une autre façon, justement ? Je suis là avec vous pour en discuter. Souvent, ma vie est faite de rencontres. Et c'est ces rencontres-là qui, à la fois, me permettent d'apprendre et de transmettre. Parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre et que mon niveau de connaissance est ce qu'il est, mais il ne cesse de s'enrichir et que c'est en expliquant aux autres et puis en confrontant aussi souvent mes idées aux autres que ça me permet d'affiner mon propos. Donc du coup ça va être beaucoup de rencontres et le voyage est fait de rencontres, ces voyages sont faits de rencontres. Et quel est le terrain où vous avez le plus chassé, entre guillemets, où vous avez fait le plus soit de belles rencontres, soit de découvertes de belles légendes Tous en fait, mon existence entière est propice à ce genre de rencontres. J'ai fait de très belles rencontres dans des milieux extrêmement différents et complètement inattendus. Parce que ça peut être autant dans un milieu de travail que simplement dans un pub à une station-service. Ça c'est dans une cathédrale sur un labyrinthe. Ça peut être vraiment toutes sortes de belles rencontres dans la rue un jour de solstice d'été, c'est plein de belles rencontres. Au salon de l'histoire de Pontoise, qui a été notre cas. Voilà, par exemple. C'est là qu'on s'est rencontrés. Par exemple. Oui. Et est-ce qu'il y a des légendes ou des lieux précis que vous auriez envie d'évoquer ce soir, qui vous paraissent peut-être le plus intéressant, soit évoqués comme ça publiquement, ou qui vous touchent plus particulièrement ? Des lieux qui m'ont particulièrement touchée. C'est un peu politisé comme avis, mais parce qu'en fait, la colline de Tara, qui est l'ancienne capitale qui est la capitale mythique et mystique de l'Irlande, est un endroit qui est souvent malmené. Notamment, il y a quelques années, ils ont voulu faire construire une autoroute en plein milieu. Et c'est un endroit qui est d'une richesse insoupçonnée. On va souvent parler effectivement de la Liafal qui se trouve au sommet de la colline de Tara, dont je parle dans mon blog. Mais il y a une multitude de sites qui se trouvent autour, qui sont complètement inconnus et complètement inexplorés, et qui ne demandent qu'à l'être, pour peu que l'on prête oreille aux gens qui vivent là, qui sont là et qui sont ravis de partager ces connaissances avec ceux qui le souhaitent.
pour peu d'être bien intentionné. Et du coup, c'est un endroit qui est incroyable parce qu'il vibre d'une lumière qui est très particulière. Il est battu par les vents en permanence. On peut voir, les légendes veulent qu'on puisse voir les quatre provinces d'Irlande en cet endroit. C'est le cas, puisque on peut, d'un côté comme de l'autre, on peut quasiment voir jusqu'au comté de Sligo. Et de l'autre côté jusqu'à l'océan. Donc c'est quand même c'est un beau point de vue, on va dire. Et cet endroit est chargé de légendes. Ils ont vu passer tous les plus grands, enfin tous les rois mythiques de l'Irlande. Ils ont notamment, elle a été peuplée par les Fianna, qui sont un peuple. Une tribu légendaire en Irlande, qui a été guidée par Finn McCool, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui a mangé le saumon de la connaissance, qui a réuni en fait un certain nombre de guerriers. Ils allaient d'endroit en endroit, de ville en ville, de cité en cité, pour prêter leurs armes à qui ils voudraient bien les louer. Et ces guerriers, ce guerrier Finn, on va le retrouver donc dans le cycle des Fianna, aussi dans le cycle ossianique, qui sont des grandes chansons de gestes. Et donc par exemple, on va retrouver Grania, qui a été la dernière en date à être courtisée par Finn, et qui va lui refuser sa main pour partir avec son second, Diarmuid, où ils vont partir à travers toute l'Irlande chassés par Finn et revivre un peu une histoire comme celle de Tristan et Iseult, un espèce d'amour impossible et arraché à la volée, au nez et à la barbe du monde, hein, pour finir par malheureusement se terminer dans le sang et les larmes, avec un buisson d'aubépine qui poussera sur leurs deux tombes à la fin. Et donc du coup, et selon la légende, Grania serait enterrée par exemple là, sur la colline de Tara, où on va trouver aussi un puits qui ressemble à un puits, tout ce qui est plus classique, et pour qui connaît un petit peu l'endroit, c'est un puits qui est dédié au dieu Lugh par exemple, et qui se trouve côté du soleil levant. Et le soleil se lève juste au niveau du puits le jour du solstice d'été. Donc c'est au paroxysme de la journée la plus longue. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui ne demandent qu'à être découvertes et qui ne demandent qu'à être entendues. Et est-ce qu'il y a d'autres lieux d'Irlande auxquels sont rattachées des légendes telles que vous venez de nous conter? Oui, bien sûr. Il y a par exemple à Armagh, en Ulster, on va trouver Ewin Maha. Ewin Maha porte son nom par rapport à la déesse Maha, qui, selon la légende, s'était mariée avec un mortel et était enceinte de lui. Et pendant une grande fête dans cette cité qui appartenait au roi mythique Conchobar, en fait, l'époux en question va se vanter des grandes qualités de son épouse qui, selon lui, pouvait courir plus vite que les chevaux. Et Conchobar, extrêmement intrigué par ce fait, va faire venir l'épouse en question et va lui demander de courir contre les chevaux d'Ewin Maha, qui sont bien entendu, comme partout en Irlande, les meilleurs chevaux du monde. Et les Irlandais sont très fiers de leurs chevaux. Et en fait, ils vont se faire. Elle va demander un délai, le temps d'avoir ses enfants, et Conchobar va le lui refuser. Quand elle va se retrouver sur la ligne de départ de la course, les chevaux vont refuser de partir et de courir contre elle. Elle va leur donner son accord, elle va leur donner son accord pour pouvoir courir. Les chevaux vont courir, elle va gagner cette course et elle va accoucher et mourir en couche sur la ligne d'arrivée en fait. Et c'est une divinité, donc ce n'est que son enveloppe qui va partir. Et en fait, elle va maudire les hommes d'Ulster. Ils ressentiront sur la période de Samhain, quasiment de Samhain à Imbolc, ils vont ressentir les douleurs de l'enfantement. Et d'ailleurs, c'est dans ces douleurs-là, c'est pendant ces douleurs-là que la reine Maeve va décider d'attaquer l'Ulster, sachant qu'ils sont dans leur faiblesse. Et donc, du coup, elle va profiter de cette faiblesse des Ulates pour tenter d'envahir l'Ulster. Sans grand succès, puisqu'en fait, il y a un seul Ulate qui échappe à cette règle, et c'est cet Anta ou Cuchulainn, qui va arrêter à lui seul l'armée de la reine Maeve au gué de la Fourche.
Et est-ce que vous avez sillonné la Bretagne, puisque bon, en général... J'en viens justement. Oui. J'y étais en début d'année, où je suis partie avec quelques amis. On est parti à la recherche, donc un peu à l'aventure en Bretagne. Je connaissais déjà un peu Brocéliande. J'ai eu le plaisir de redécouvrir Brocéliande, notamment le chêne de Guillotin qui a eu la gentillesse de montrer un de ses visages. J'aime beaucoup prendre des photos, je prends beaucoup de photos des endroits que je rencontre et parfois je vois des choses intéressantes. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a montré comme visage ? Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer ensuite. Je le mettrai sur mon blog, c'est pas très grave. Et en fait, c'est un visage c'est simplement un visage d'arbre. Parfois, les arbres veulent bien nous montrer leur visage. C'est-à-dire que on y voit un visage où où chacun va y voir quelque chose. C'est ça. Et pour moi, on va peut-être essayer de le montrer. De toute manière, je ferai un billet sur... Effectivement, on y voit un visage un peu mécontent, mais un visage quand même. Oui, ça pourrait être un animal, ça peut être je sais pas après. Oui. Un homme arbre. Un monstre, un visage d'arbre. Parfois, les visages d'arbres, les arbres ont la nature parfois me pose un peu. C'est bien, c'est gentil à elle. Et donc du coup, ça m'a permis en tout cas de revoir cet endroit-là et d'aller en fait. Au gré de mes visites, j'avais entendu dire qu'il y avait plusieurs sites qui étaient connectés dans le Finistère, à savoir le cairn de Barnenez, une église en granit à Saint-Paul-de-Léon et une île qui se trouve un peu à côté de Roscoff. Une presqu'île qui se trouve à côté de Roscoff. Donc du coup, je suis allée voir ces endroits-là, voir ce qu'il en était. Et quand vous dites connectés, c'est-à-dire alignés en fait. Géographiquement, ils sont alignés et en fait, on va retrouver des symboles de l'un à l'autre qui vont se renvoyer. Notamment, par exemple, Barnenez et Saint-Paul-de-Léon ont dans leur construction des pierres qui viennent des mêmes lieux. Donc ça va être ce genre de choses en fait. Et puis les légendes du coin les connectent ensemble. C'est-à-dire que ça va être beaucoup des chevaliers qui vont partir d'un endroit puis aller dans un autre. Et ça va être c'est vraiment des légendes locales. Hein. C'est pas du tout des légendes très connues comme les chevaliers de la table ronde, ce genre de choses. C'est des saints locaux. Mais ça vaut quand même le coup d'œil. Puis ce sont des endroits qui sont vraiment magnifiques et qui ont une belle lumière. Et est-ce que dans vos rencontres, vous avez des personnages, je vais dire mythiques, est-ce que vous avez des personnages qui vous racontent aussi des légendes qui sont affiliées au lieu que vous visitez ? Est-ce que vous avez des exemples de légendes qui vous sont racontées ? Alors oui, bien sûr, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer beaucoup de gens sur ma route, notamment un barde en Irlande qui vit sa vie selon des anciennes traditions, on va dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui colporte les nouvelles de village en village et qui vit des dons qu'on veut bien lui faire aussi, et qui va raconter ces légendes, qui connaît un certain nombre de chants et qui m'a fait le plaisir de me raconter un certain nombre d'histoires. Qui étaient pour la plupart des histoires que je connaissais déjà, parce que j'ai quand même beaucoup un bon bagage, on va dire, en termes mythologiques, mais qui perdure vraiment cet esprit-là des légendes pour ne pas les oublier, pour pas que les gens aussi les oublient. Et c'est un travail que j'ai essayé de reprendre à mon petit niveau, en essayant de réécrire la Radia des vaches de Coulet, qui est une grande chanson, une espèce de grande chanson de geste, un grand cycle, pour la mettre en chanson, notamment pour qu'en fait elle puisse être transmise de manière plus aisée. Donc ça fait partie des projets que j'ai essayé de mettre en place.
Et lui, c'est un peu ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va mettre en chanson des gestes, qu'il va mettre en chanson des histoires, et les raconter à qui veut bien les entendre. Et donc, ce que vous venez d'évoquer, les radias des vaches de coulée, c'est ça? La radia des vaches de coulée. La radia des vaches de coulée, qu'est-ce que c'est? C'est une des histoires, donc on va rencontrer plusieurs grandes histoires. Il y aura la bataille de Moytura, la seconde bataille de Moytura, qui sont les grandes guerres des dieux. La courtise d'Etain, qui va être comment Crulain va tenter de séduire la reine Etain du Chi, qui est liée à Cruachan, et les radias des vaches de coulée, qui va être la grande histoire, qui raconte comment la reine Mève et le roi Ailil, sur un désaccord sur qui possédait le pouvoir au sein du Connaught, vont en fait comparer leurs fortunes, et à la fin de cette comparaison, il va s'avérer que Ailil est plus puissant que Mève d'une seule de ses possessions, qui est un taureau mythique aussi d'une certaine manière, parce que c'est quasiment un être vivant, un être intelligent, le blanc cornu, et qui va en fait et qui différencie la fortune de la reine Mève et la fortune du roi Ailil. Et donc du coup, pour ne pas être inférieure à son époux, elle va demander à Daril de Coulay de bien vouloir lui prêter un taureau d'égale valeur, le brun, il va accepter de prime abord, et sur une bêtise du messager, il va finalement refuser. C'est-à-dire qu'en fait, le messager, pendant la nuit qui va suivre l'accord, va boire à outrance et va dire, de toute manière, s'il ne l'avait pas donné, la reine Mève l'aurait pris. Et entendant ça, l'autre va lui répondre, eh bien, puisque c'est comme ça, qu'elle le prenne. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'elle va réunir les armées des 4 provinces et tenter de partir à la conquête de l'Ulster. Elle aurait probablement réussi si Curulain n'avait pas été au guet de la fourche et n'avait arrêté à lui seul toutes les armées de la reine Mève. Et en fait, elle va envoyer un guerrier par jour de sa main à Imbolc pour tenter de forcer le passage, et si bien qu'à la fin, les guerriers ne vont plus vouloir combattre contre Curulain, parce qu'à chaque fois il va sortir victorieux, même si en fin de compte il va s'attacher à un rocher et va mourir attaché à ce rocher, mais la simple vue de lui debout va suffire à terroriser les armées ennemies, et donc ils ne vont pas ils ne vont plus vouloir combattre contre elle. Et finalement, elle va quand même récupérer le brun, parce que pendant ce temps-là, des éclaireurs vont partir chercher la bête et la ramener dans le Connaught. Mais elle ne va pas pouvoir conquérir l'Ulster, puisque le brun est en fin de compte qu'une excuse pour pouvoir gagner du terrain en plus. Finalement, elle ne va pas réussir à avoir cette terre, elle va se faire repousser, mais elle ramènera le brun. Et le brun et le blanc cornu vont s'affronter à Cruachan, puis dans toute l'Irlande, et dévaster une partie de l'Irlande sur leur passage d'ailleurs, avant de mourir tous les deux, si bien qu'en fait la reine Mève et le roi Ailil seront à nouveau d'égal à égal. Et c'est comme ça que se termine l'histoire. Vous avez beaucoup d'histoires comme celle-ci? Oui, beaucoup. Je pense qu'une heure et demie ne suffirait pas à toutes les raconter. Oui. J'en ai vraiment beaucoup. Et alors, quelle serait celle que vous voulez évoquer maintenant? Là, c'est vrai que la radia est vraiment une de mes préférées, parce qu'on y voit beaucoup de personnages. Après, dans les histoires qui m'ont touchée d'une manière ou d'une autre, il y a les 2 premières batailles de Moytura, parce qu'en partie on y voit la Morrigan, donc du coup fatalement ça a évoqué quelque chose chez moi. Et donc du coup, qui sont deux grandes batailles, l'une contre les Firbolg et l'autre contre les Fort-Moiret, d'où les Tuatha vont ressortir victorieux à chaque fois, et où on va croiser tous les dieux de la mythologie, de Lugh à Morrigan, en passant par Diansage, Gomnu, Dagda, qui sont tous des personnages qu'on va retrouver, qui ont différents attributs et qu'on va retrouver au fur et à mesure, mais au final c'est une belle aventure, on va dire. Et est-ce que vous pouvez évoquer, peut-être pas tous les personnages, enfin certains des personnages, et certainement le vôtre aussi, avec les attributs, enfin pousser un petit peu plus loin dans chaque personnage? Dans les grands personnages qu'on va croiser, on va croiser Dagda, le dieu bon,
qui est en fait un personnage un peu particulier parce qu'il est bon, tous les dieux sont un peu polytechniciens, ils savent un peu, ils touchent un peu à tout, mais ils ont des attributs principaux. Et les dieux et Dagda est un dieu c'est un dieu druide au départ. C'est un dieu druide qu'on va surtout voir dans les récits sous son côté guerrier et moins sous son côté druide. Mais notamment il sait jouer de la harpe. Et enfin plutôt sa harpe joue pour lui parce que c'est une harpe enchantée qui joue sur commande et qui connaît les chants principaux, notamment celui de sommeil par exemple, qui va endormir en fait les armées ennemies. Après dans ses attributs il aura le chaudron, celui qui guérit et qu'on va retrouver par exemple, que l'on peut rapprocher d'une certaine manière du Graal parce que c'est celui il ne donne pas la vie éternelle, il guérit de tous les maux. C'est effectivement la vieillesse est peut-être un mal selon certains concepts, mais en tout cas il empêche la décrépitude du corps. Donc du coup ça va être par exemple ce genre d'arme, ou alors il a une massue gigantesque qu'il a besoin de tirer sur des roues pour pouvoir transporter, enfin que ses esclaves ont besoin de tirer sur des roues pour pouvoir transporter, qu'il peut brandir à une main. Donc c'est parce que les dieux sont des géants, sont des gens. On les voit comme des géants. On va bien sûr connaître le dieu Lugh, qui est le dieu aux multiples talents. En fait, c'est un dieu qui peut tout faire. Il est à la fois artisan, druide, barde, satiriste, politicien, guerrier. Il sait tout faire. C'est l'attribut principal de Lugh, c'est justement qu'il est parfaitement multitâche. Lugh, c'est la lumière peut-être. Lugh, c'est effectivement Lugh, ça peut être traduit par la lumière. Après, ça peut être traduit aussi par le corbeau, puisque pareil, notamment à Lyon par exemple, on peut traduire soit par la colline au corbeau ou la colline de Lugh. Les deux se valent. Après, on va croiser Diancecht par exemple, qui est le dieu médecin. Qui a greffé sur le roi Nuada, c'est un bras d'argent lorsqu'il a perdu son bras pendant la bataille de Moytura. Parce que pendant la première bataille de Moytura, le roi Nuada va partir sur le champ de bataille poussé par la Morrigan, qui va le transformer en berserker. Et il va traverser le champ de bataille, tuer le roi Firbolg, mais dans la bataille il va perdre son bras. Et or un roi estropié ne peut pas régner sur l'Irlande. Donc afin qu'il puisse à nouveau régner, on va lui faire greffer un bras en argent. Donc Diancecht notamment, qui est l'artisan de cet objet, le bras d'argent. Donc du coup on voit aussi Nuada, le roi Nuada, qui va être remplacé à plusieurs reprises et qu'on va remplacer plus tard dans les mythes par Lugh. Mais au départ, dans les premiers récits, donc c'est bien Nuada qui est roi des Tuatha. On va rencontrer Ogmios, qui est le frère de Dagda, qui est le maître des Oghams. Alors, les Oghams sont un langage mystique, un langage dont on a au final assez peu de clés maintenant, et qui est un langage, c'est pas vraiment le langage des druides, c'est le langage que les druides connaissent très exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas audible au simple mortel. Il est audible au simple mortel. Alors, il y a plusieurs théories sur la question. C'est-à-dire que pour certains, c'est un véritable langage. C'est-à-dire qu'ils correspondent à des lettres et que ces lettres peuvent être traduites. Après, moi, dans mes voyages, j'ai une autre piste, mais c'est à mettre avec beaucoup de parenthèses, parce que c'est une piste qui m'a été guidée, que j'ai pu rencontrer à divers endroits. C'est notamment, en fait, que les harpistes, dans les années 50, utilisaient les Oghams pour des partitions de musique. Et en fait, on va retrouver, notamment dans les récits de Jules César, quand les druides de l'île de Man se défendent de l'invasion, ça va pas être un chant incantatoire, ça va être des sons. Ça va pas être une incantation avec des mots, ça va être des sons. Et en fait, du coup, la théorie, après ça reste à vérifier, mais une des théories qui pourrait ressortir, ce serait que ces Oghams seraient non pas seulement un langage parlé, mais des notes de musique, des sons.
Des sons qui auraient une résonance et une certaine magie et qui auraient un pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'on appellerait les sons primordiaux? Voilà, ça peut tout à fait. Et donc en fait, plusieurs chercheurs en Irlande travaillent là-dessus. Et donc du coup, plusieurs chercheurs que j'ai pu rencontrer, et mythologues que j'ai pu rencontrer, travaillent là-dessus à la recherche donc de ces partitions de musique et puis en testant pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Moi, quand j'ai pu aller dans ces lieux, notamment au niveau des tertres, ce genre de choses, il est vrai que lorsque on joue certaines musiques ou lorsque l'on chante, la résonance de l'endroit est très particulière. Ça a le même effet qu'un bol tibétain, en fait. Ça a le même style de résonance. Donc j'aurais tendance à croire que ces endroits avaient été construits de cette manière-là, en fait. Après, c'est à chacun d'aller voir un petit peu de quoi il en retourne et de tester selon sa sensibilité et de regarder un peu ce qu'il en est. Après, c'est une façon pour moi de faire vivre les légendes, de se dire que chanter dans ces endroits permet un petit peu de remettre un peu de magie dans ces lieux. Et c'est pour ça aussi que j'en parle dans mon blog. Notamment dans les billets que je suis en train d'écrire, d'aller dans ces endroits, de chanter dans ces endroits, et si ça ne fait pas vibrer l'endroit, au moins ça lui donne un peu de vie. Peut-être ça fait vibrer soi-même aussi. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des cérémonies, des pèlerinages qui ont lieu dans ces endroits ou qui avaient lieu à l'époque et qui sont réitérés? De ce que j'ai pu observer, en tout cas, parce que j'ai rencontré vraiment plein de gens différents, et certains le font. Certains le font en grande pompe, avec tout un rituel très très compliqué de choses et d'autres. Et pour d'autres, c'est simplement se rendre dans un endroit, déposer un bouquet de fleurs, allumer une bougie. Parfois, c'est des choses aussi très simples. Et je pense que le rituel appartient... il y avait des rituels à l'époque, que ces rituels, pour la plupart, ont été perdus, qu'on n'en a aucune trace ou presque. Et que donc, du coup, c'est un peu à chacun de rendre la mémoire un peu comme il le ressent. Moi, c'est en racontant des histoires, en rencontrant des gens, en essayant de participer à la diffusion des témoignages que j'ai reçus. Mais après c'est chacun, pour d'autres ça va être simplement se rendre dans un lieu au bon moment, au bon endroit, déposer une bougie, dire une prière, ou alors faire un rituel compliqué avec moultes offrandes, des choses du genre. C'est à chacun de voir après. Tant que c'est fait dans le respect du lieu, après moi tout me va. Et est-ce que ce type de pèlerinage, soit que vous faites vous-même ou les personnes que vous rencontrez, est-ce que est-ce qu'il y a une quête derrière ça, ou est-ce que... Je pense que la plupart des gens sont à la recherche, soit à la recherche de la recherche de la racine pour beaucoup. Après, chacun a un peu ses raisons de faire ce genre de pèlerinage. C'est des raisons aussi diverses et variées que la quête du pouvoir ou la quête de vérité, et ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Moi, je suis partie en quête de mémoire. Et donc du coup c'est là-dedans, c'est plus là-dedans que je me porte, et notamment quand je suis partie parce que j'ai fait un pèlerinage le long de la Boyne, et au fil de ma marche, j'ai marché 174 km le long de la rivière Boyne, et au fil de ma marche, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais en fait c'était un véritable pèlerinage qui existait jusqu'à la source de la Boyne, puisqu'à la source de la Boyne se trouve le noisetier de la connaissance, qui va puiser dans ses racines la connaissance, et à la source duquel le saumon de la connaissance va venir se nourrir. Donc c'était un véritable pèlerinage que j'ignorais à l'époque, ce que j'ai appris sur la route. Et donc du coup j'étais ravie de participer un petit peu à la mémoire de ce pèlerinage-là. Mais après il en existe un certain nombre, notamment sur les routes de Saint-Patrick. Et tout pèlerinage est bon à prendre. Je pense que c'est le voyage qui est important plus que la destination à proprement parler. Et les routes de Saint-Patrick, qu'est-ce qu'elles...
Qu'est-ce que c'est en particulier? C'est quand Saint Patrick s'est installé en Irlande, en fait, il a parcouru l'Irlande en suivant un certain nombre de chemins, et donc du coup, tous ces endroits sont connectés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, hein. Et donc du coup, les gens qui ont foi en Saint Patrick vont aller à sa recherche, à sa rencontre, en allant d'endroit à un autre. Notamment, par exemple, la colline de Slane, qui se trouve juste à côté de la colline de Tara, où les premiers prêtres d'Irlande ont allumé un feu le soir de Beltane en réponse aux druides sur la colline de Slane, puisque la colline de Slane est voisine de celle de la colline de Tara. Donc ça va être c'est plein d'endroits comme ça qui sont porteurs de leur propre histoire, et qui est quand même assez chargé aussi dans son genre. Et au-delà de votre je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'une mission de transmetteuse ou de votre vocation ou de votre envie de transmettre? Est-ce que vous-même vous organisez des visites? Est-ce que vous êtes guide? Est-ce que vous faites des cérémonies? Enfin, est-ce que vous pourriez le faire? Je veux faire des cérémonies difficilement. L'occasion ne s'est jamais présentée. Ça ne s'est jamais fait. Je ne ferme jamais les portes à quoi que ce soit. Mais je ne prétends pas être druide ou sorcière, ou peu importe le mot qu'on peut mettre dessus. C'est comme je disais, je ne suis qu'une voyageuse qui emporte son histoire avec elle et ses légendes. Et à partir de là, écoute qui veulent. Et me transmettre aussi qu'ils veulent, parce que je suis ravie. Avoir tort, c'est toujours apprendre. Donc il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Et votre site, je me rappelle plus, alors je ne saurais même pas le prononcer. Gostar Nam Bard. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? La route des bardes. La route des bardes, tout simplement. Et alors vous parlez de voyager à travers les mondes. Qu'est-ce que sont les mondes pour vous? C'est à la fois des mondes très physiques, des mondes différents pays, différents milieux sociaux, différents. Ça veut dire plein de choses en fait. C'est vraiment c'est voyager à travers différentes cultures, à travers différentes visions, puisqu'en fin de compte, les endroits que l'on voit, on ne les voit qu'à travers une facette d'un prisme. Et voir à travers ce prisme, et avoir l'occasion de voir plusieurs facettes, c'est en fin de compte pour moi c'est mieux voir un endroit. Et donc ces mondes différents sont autant de points de vue et de regards sur le monde en lui-même. Et je trouve ça riche d'aller à cette rencontre, d'aller à la rencontre de ces différentes facettes. Et est-ce que ça comprend le monde visible, comme vous dites, et le monde invisible? Ou est-ce que les deux sont liés pour vous? Pour moi, il y a le monde, il y a ce que l'on peut toucher et il y a ce que l'on peut ressentir, hein. Donc ce ressenti, je parle pas forcément d'un ressenti, je parle pas forcément d'un ressenti mystique, simplement aller dans ces endroits et juste la joie de découvrir. De voir les choses de manière différente. Donc, effectivement, on peut aller, notamment par exemple, j'étais à l'abbaye de Hautecombe cet hiver. L'abbaye de Hautecombe qui est un endroit absolument incroyable, parce qu'architecturalement il est magnifique. Et ça se situe où géographiquement? Sur le lac du Bourget, en Savoie. Et pas très très loin. Bon, moi j'ai grandi en Savoie, mes grands-parents sont originaires de là-bas, donc je connais bien les légendes du coin, ce genre de choses. Et arriver dans cet endroit et ouvrir les portes de l'abbaye et tomber sur le paysage de l'abbaye, parce que c'est une voûte qui ressemble en fin de compte à la voûte des arbres. C'est une décoration qui est exubérante par certains côtés et très éloignée de ce qu'on imagine du christianisme habituellement. Ça ressemble à une cité elfique. C'est un endroit qui est très très spécial, mais qui est vraiment magnifique, qui est un très très bel endroit. Et c'est ce genre de choses où simplement, moi ce que je propose dans mon blog, c'est de dire voilà, vous allez voir, on va vous proposer de regarder les gisants, on va vous proposer de regarder les croix, les symboles votifs, etc. Moi je vous propose de regarder ce qu'il y a dans l'église, mais d'autres choses. Donc que je laisserai découvrir, parce que c'est un peu gâcher la surprise que de dévoiler ce que j'y ai vu. Mais simplement de dire regardez à tel endroit et voyez ce que vous y voyez, quoi. Et c'est vraiment ça.
Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce genre de ressenti en fait. C'est-à-dire que ça va être une espèce de une chasse au trésor, un espèce de jeu de ressenti, de découverte et de légende, et aussi de faire appel à ce que les gens ont dans leur mémoire. Hein. Parce qu'on a tous entendu des contes et légendes, on a tous entendu des mythes, on est tous grandis avec les chevaliers de la table ronde, ou autres chevaliers, reines, princesses, autres précisés. Ça va forcément faire appel à ces choses-là. Chacun va y voir quelque chose de différent, mais c'est aussi retrouver un peu de ces histoires qu'on nous disait, que nos grands-parents nous racontaient au coin du feu, et de faire remonter un peu ça, parce que on a tous un patrimoine mythologique, et c'est ça un peu mon propos, c'est de faire remonter dans le cœur de chacun son patrimoine mythologique. Hein. Et est-ce que vous avez des retours de personnes avec qui vous avez évoqué ces légendes, ou avec qui vous visitez les lieux? Qu'est-ce qu'elles ont comme type de réaction? C'est assez divers. Bon, c'est des lieux qui, de base, sont des lieux qui sont extrêmement symboliques. Hein. Extrêmement forts. Quand on rentre dans une église, qu'on soit croyant ou pas, on y rentre avec un a priori. Positif ou négatif, on y rentre avec un a priori. Et du coup, regarder l'endroit d'un regard différent, ça va permettre de pouvoir transformer cet a priori, le transcender aussi d'une certaine manière. Donc, ça laisse jamais personne indifférent. Ça peut être très très opposé comme réaction, mais ça ne laisse pas. Dans un cas comme dans l'autre, il y a rarement de réponse à base de ah bof. Généralement, ça fait vibrer les gens. Après, les gens qui y vont sont souvent des gens qui ont envie de voir aussi. Et donc, du coup, ça va forcément les toucher d'une manière ou d'une autre. Qui ont envie de voir quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Qui ont envie de voir simplement le monde. Je pense que les gens ont besoin de vérité aujourd'hui. Et donc qui ont envie de voir le monde tel qu'il est, ou tel qu'il est dans son ensemble, pas seulement dans la vision qu'on nous impose de ce monde qui est un monde très cartésien, très carré. C'est très important, hein, le carré, le cartésien, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Effectivement, la science est quelque chose d'extrêmement important. On a fait beaucoup de progrès, on a beaucoup évolué, on a beaucoup avancé par rapport à ça, mais pas uniquement. On a laissé aussi de côté plein de choses. On a un peu laissé de côté j'ai envie de dire notre cœur d'enfant. C'est pas tout à fait vrai. Plutôt notre cœur mythologique, notre soif du merveilleux. Et je pense que les gens sont au-delà de la soif là. Ils dépérissent de cette absence de merveilleux. Ils sont plus enchantés de rien en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gens témoignent de ça, ou c'est un ressenti général? Comme je disais, j'ai rencontré des gens extrêmement différents, et donc dans tous les jours, j'ai pu avoir un panel de ressentis extrêmement différents, et de la vie, du ressenti général, les gens sont extrêmement désillusionnés. On leur vend des images de synthèse, du merveilleux en images de synthèse, mais en fin de compte, du coup, ils n'ont pas besoin de faire l'effort d'aller chercher. Et donc, du coup, quand on leur parle de merveilleux, ils imaginent des explosions de lumière, des boules de feu, des éclairs venus du ciel. La vie, c'est pas ça, hein. Et la vie, c'est aussi simple que, et le merveilleux, c'est aussi simple que croiser un signe dans le métro, sourire parce qu'on va lire un poème qui va nous faire sortir des idées, ou tout simplement qui va nous donner une réponse à une question qu'on se posait aussi. Parfois, ça arrive. Ou recevoir un message qui n'a absolument rien à voir avec la question qu'on se pose actuellement, mais qui va répondre d'une certaine manière, ou ouvrir un livre à une page X ou Y, et de tomber sur un dialogue qui va faire écho à quelque chose en nous. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il y a de merveilleux dans l'existence, hein. Et qu'en fin de compte, les gens ne voient plus, ne veulent plus voir, hein, parce qu'ils se disent que c'est un fruit de leur imagination, parce qu'ils se disent que tout simplement c'est pas concret. Un sentiment, c'est pas concret. Ça ne l'est jamais. Donc du coup, ils vont un peu ils sont tellement ils cherchent tellement la preuve
que le merveilleux est concret, qu'en fin de compte ils passent complètement à côté. Alors que c'est très concret, mais ils vont être à la recherche ils vont chercher au mauvais endroit, quoi. D'ailleurs, vous disiez en arrivant que en connexion avec ce qui se passe ce soir, enfin notre entretien, notre conversation, dans le métro, vous avez... Oui, je suis tombée sur un poème en sortant du métro. Ouais. Donc du coup, par exemple... Vous étiez à peu près dans cette thématique-là. Bah voilà, que nous, on parle de voyage et d'aller à la rencontre des lieux dans cet entretien, et c'était un peu l'invitation de ce poème, qui m'a fait beaucoup rire quand même. Donc qui disait par la seule magie de leur nom, il est des villes perdues ou non qui chantent dans nos mémoires. Oh, cette rumeur de l'inconnu, au coin des rues et de la terre, à Samarcande comme à Shanghai, avant même que d'y être, le refrain qui a ouvert la route parle au cœur et au songe, de Tombouctou, de Bénarès, de Luxor et d'Antioche sur Oronte. C'est à l'oreille aussi qu'il faut courir le monde. Bien, courons le monde à l'oreille. On est c'est une radio tant qu'à faire. Oui. J'essaye de faire voyager un peu les mondes à l'oreille au moins. Oui, et en visuel aussi. Donc c'est ce que vous faites, vous courez le monde. Est-ce que en dehors de l'Irlande et de la Bretagne, vous avez couvert d'autres pays? Vous avez fait des connexions? Je suis partie en Égypte, je suis partie en Grèce, j'ai visité les Antilles, je suis partie au Maroc. Enfin, j'ai pas mal voyagé. Je suis partie à Madagascar, à l'île Maurice. Enfin, j'ai visité quand même pas mal de cultures différentes. J'ai pas encore fait l'Asie, mais ça ne saurait tarder. Et donc du coup, les voyages ouvrent aussi à différents regards, parce que les voyages laissent une empreinte sur vous. Vous allez visiter des endroits, et pour peu que vous alliez à la rencontre de ces endroits, ils vont laisser forcément une empreinte dans leur histoire, par les gens que vous allez y rencontrer. Parfois, ça peut être des choses aussi simples que déjeuner avec quelqu'un que vous avez rencontré à un arrêt de bus. Ça peut être aussi basique que ça, mais ces endroits vont vraiment vous marquer. Et moi, notamment, je suis partie en Italie aussi, je suis partie en Espagne. Bon, c'est pas très très loin. Je suis partie à Prague, et tous ces endroits en fait ont leur propre culture, leur propre mythologie, leur propre histoire. Je suis partie à Saint-Pétersbourg aussi. Et du coup, ça fait tous ces endroits sont à la fois porteuses du même fond, et à la fois la forme est complètement différente. C'est-à-dire que dans tous ces endroits, on va trouver une mythologie. Dans tous ces endroits, on va trouver des légendes, des superstitions, des petites choses et d'autres, comme par exemple, il ne faut pas entrer dans un bosquet aux fées. Les bosquets aux fées, ce sont des cercles d'arbres d'essences différentes dans lesquels il ne faut pas pénétrer parce que ce sont les fées qui vivent là. On va retrouver ce genre de légendes. Bon, il y a des lieux, par exemple, au Maroc, qui sont habités par les djinns. C'est pareil, c'est des endroits où on n'est pas censé aller. Et donc, du coup, ces légendes vont toutes, entre guillemets, faire partie d'un même univers mythologique qui voyage. Qui voyagent en fonction des endroits où l'on va, des saints que l'on rencontre, des lieux, des rivières, des fontaines, des montagnes, des rochers. Ça peut être à la fois des choses venues de la nature et à la fois des choses construites par l'homme. C'est assez divers. Et est-ce que vous avez réussi à faire des connexions ou à trouver, vous disiez en partie, des points communs donc entre toutes ces légendes, enfin tout ce qui est mythique? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? On va retrouver des points communs. On va retrouver par exemple le dragon. Le dragon est une créature qu'on va retrouver dans énormément de mythologies. Que ce soit le dragon façon médiévale, que ce soit l'Ouroboros chez les Vikings, ou le Quetzalcoatl chez les Aztèques et les Mayas, ou le dragon chinois, ou on va trouver c'est une créature qu'on va retrouver dans un certain nombre de mythes, comme la licorne d'ailleurs.
qu'on va retrouver dans un certain nombre d'histoires. Enfin, la licorne ou les chevaux mythiques. Parce qu'on va retrouver les Pégases, on va retrouver le cheval à une patte qui tire une jambe qui tire le char de la Morrigan, ou le cheval à 9 jambes d'Odin. On va retrouver des éléments mythologiques comme ça qui vont revenir dans différentes mythologies. Ou par exemple en termes de lieux, on peut partir à la recherche des grands noms de la mythologie. Par exemple, j'ai été sur la tombe d'Iseult en Irlande, qui se trouve à côté de Dublin. Bon, après, il y a plusieurs villes se réclament d'avoir cette tombe, mais bon, c'est une de ces histoires dit que Iseult aurait vécu. Une des Iseult aurait vécu en Irlande, à ne pas confondre avec Iseult au Blanchemin qui elle est d'origine française et dont la tombe se trouve en Bretagne. Donc on va trouver ces différents endroits où par exemple on peut partir tout à fait à la recherche des personnages du roman du Graal. On va les trouver à peu près partout entre la petite Bretagne et le nord de la Grande-Bretagne. On va les retrouver. On va retrouver X tombeau de Merlin. Ou X table ronde, Camelot, autres précisés. Donc c'est vraiment, il y a les mythes et les légendes se retrouvent un peu partout. On va trouver par exemple la fée Mélusine a une histoire qui est assez transverse en fait, parce qu'on va retrouver souvent dans les légendes cette femme qui arrive dans la vie d'un homme et l'homme qui l'épouse, et que cette femme a un secret. Et n'en pouvant plus, l'homme va finir par découvrir ce secret et va trahir le secret de la femme qu'il a épousée, et elle va retourner dans son monde mystique. Donc pour la fée Mélusine, c'est qu'elle est à moitié serpent. Il y a un conte chinois où en fait c'est une femme grue qui tisse des étoffes avec ses plumes. Pour la déesse Masha par exemple, c'est qu'elle est une déesse et qu'elle peut courir plus vite que les chevaux. Donc ça va être et c'est ce genre de légende se retrouve un peu partout, ces créatures féeriques, fantastiques qui vont qui vont habiter parmi les hommes et tenter de vivre en commun avec les hommes, et qui en fin de compte vont être déçus par eux et vont retourner chez elles. Par exemple, on a la légende des Selkie, qui sont des genres de sirènes, mais qui ont une forme de phoque et qui retirent leur peau parfois pour se baigner, se laver, ce genre de choses. Et si jamais un marin vole la peau de la Selkie, alors elle lui est attachée jusqu'à ce qu'elle récupère la peau. Donc ça va être ce genre d'histoire. Donc on va retrouver partout. Si vous voulez, on va faire une petite pause et puis on reprend dans quelques minutes. Volontiers. À tout à l'heure. Alors, nous retrouvons Morrigan Hainaut, avec qui nous avons longuement discuté donc de votre parcours, de toute l'évocation de ces légendes, des mythes, des points communs. Et à propos de symboles, j'ai remarqué que vous portiez quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cela représente ? Alors en fait, c'est un cerf. Et donc ce cerf est le symbole qui a été choisi par une troupe de reconstitution historique qui s'appelle les Enfants de Finn. Et parce que Finn, le symbole de Finn McCool est donc le cerf. Et en fait, c'est toute une histoire. Le cycle des Fianna, c'est un peu toute une histoire. Et comme en fait, on est une troupe de reconstitution, c'est une troupe que j'ai rejoint il y a pas très longtemps. C'est une troupe de reconstitution donc dont font partie en partie des guerriers, qui avait les Fianna avaient la particularité en fait de venir d'un peu partout en fait, de toutes sortes de tribus. Et c'est un peu ce que nous sommes dans les Enfants de Finn, c'est que nous venons d'un peu de plein de tribus différentes. Et nous nous réunissons et nous vendons nos services, on va dire, à qui veut bien nous entendre en tout cas. Et nous offrons nos connaissances à qui veut bien nous entendre. Et alors, qu'est-ce qu'il s'agit exactement de cette reconstitution ? Qu'est-ce que vous reconstituez ? Alors en fait, c'est donc la plupart,
la plupart des personnes qui sont les enfants de filles sont soit historiens amateurs, soit professionnels, archéologues, et notamment donc on a parmi les membres, on a des personnes qui sont en train de suivre des études d'archéologie ou qui en ont suivi ou qui sont médiateurs et ou qui sont intéressés par l'histoire, qui ont fait beaucoup de recherches, et ça va être vraiment de découvrir et de tester, on va dire, les découvertes archéologiques. Donc on va essayer notamment de fabriquer des vêtements selon les modèles qu'on a pu retrouver archéologiquement de l'époque. On a pu par exemple on a un atelier cuisine où on va essayer de refaire, on va dire, des recettes qu'on a pu retrouver avec des ressources de l'époque. Enfin, on va en tout cas essayer de refaire ça selon les moyens de l'époque. Donc ça va être ce genre de choses, en tout cas d'essayer de promouvoir, de rappeler, de transmettre tout ce qui est toutes ces choses-là au public, parce qu'au fin de compte ce sont des connaissances qui sont plus accessibles, on va dire, à une forme d'élite intellectuelle, et donc de pouvoir un petit peu transmettre la culture celte et gauloise à un public un peu plus large. Et comment ça se passe? Enfin, ça se passe dans un lieu fermé ou ça se passe sur un site précis? Enfin, comment ça se présente concrètement? On est sur plusieurs événements, notamment on a fait, l'année dernière, on a pu nous trouver, on était à Pontoise par exemple. Mais après on est sur plusieurs événements, on a pu être lié on est lié à la BNF, on est lié à plusieurs expositions comme ça où en fait on va faire un atelier ou un autre, soit des ateliers plus martiaux, la présentation du guerrier gaulois, l'initiation des jeunes guerriers, ce genre de choses, soit des choses sur l'artisanat, ce genre de choses. Ça va être sur divers événements, donc j'ai pas la liste en tête. Après, elle est trouvable sur le site des enfants de filles, on peut voir toutes les références qu'on a eues. On a fait un certain nombre les enfants de filles ont fait un certain nombre d'animations où du coup ils ont pu transmettre un peu toutes ces connaissances qu'ils ont pu acquérir au fil de leurs études, ou au fil du temps, au fil de leurs recherches, au fil de leurs rencontres, ce genre de choses. Vous disiez que ça s'adresse à une sorte d'élite intellectuelle, mais ce sont pourtant des ateliers pratiques, non? Au départ, l'archéologie et l'histoire on le voit comme quelque chose qui est accessible à une forme d'élite intellectuelle, et c'est justement le but des enfants de filles, c'est de le transmettre à un public beaucoup plus large. Donc effectivement, il y a des ateliers pratiques, il y a des ateliers qui sont beaucoup plus théoriques, mais dans les deux cas, ce sont des ateliers et des interventions qui sont pour la promotion, en tout cas, de l'histoire, de l'archéologie et de la connaissance dans son sens le plus pragmatique et le plus prouvé, on va dire. Et est-ce qu'il y a une diffusion, par exemple, parce qu'on avait reçu ici Fabien Régnier, qui est le directeur de la revue Keltia. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a une diffusion dans ce média, ou est-ce que... Oui, en fait, les deux sont très liés, en fait. Les recherches des uns nourrissent, et certains des enfants de filles écrivent des articles ou des brèves pour Keltia Magazine, et je m'avancerai pas en disant qu'il me semble que le rédacteur en chef fait partie des enfants de filles, mais là je suis pas trop sûre de ce que j'annonce. Et je me souviens qu'il expliquait notamment justement, il y avait un côté très élitiste des intellectuels qui voulaient pas trop se mélanger avec ceux qui étaient, on va dire, dans le côté justement, non seulement néophyte, mais tous ceux qui veulent faire revivre un petit peu tout ça, c'était un petit peu, voilà. Et puis il disait qu'à travers sa revue, il souhaitait justement réconcilier un peu tous ces mondes, et c'est ce que j'entends un peu de ce que vous dites là. Je suis un peu la preuve que ça fonctionne pas trop mal, parce que justement les enfants de filles m'ont accueilli à bras ouverts, alors que techniquement je n'ai pas de formation d'historienne à proprement parler, ni d'archéologue, ni de philologue, ni de toutes ces choses-là. J'ai pas fait ces études-là. J'ai fait un parcours un peu annexe. Donc du coup, et ils m'ont accueilli à bras ouverts malgré tout, et donc j'apprends beaucoup à leur contact. Et après, moi, les quelques connaissances que j'ai pu amasser, je les leur transmets. J'essaye de participer en fait à la transmission de ces connaissances-là.
Et quel est j'allais dire l'objectif entre guillemets pour vous de vous insérer dans une telle équipe, je sais pas si on appelle ça une équipe. Ça a été surtout une aventure, c'est surtout une aventure humaine, c'est-à-dire que au fil des rencontres, j'ai eu l'occasion donc de les rencontrer à Pontoise, et au fait au fil des rencontres, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir partager, de pouvoir apprendre. Parce que justement, ces connaissances archéologiques sont extrêmement importantes. Hein. C'est-à-dire que c'est beau d'apprendre les mythes, d'apprendre les légendes, ce genre de choses. Mais si c'est complètement déconnecté de l'histoire et du réel, ça n'a plus de sens selon moi. C'est-à-dire que ça n'est qu'une histoire. Alors que pour moi, une légende n'est pas qu'une histoire, c'est une histoire qui enseigne des choses. Hein. Et donc du coup, c'est intéressant pour moi de pouvoir apprendre à leur contact, et par le biais de livres, de ce genre de choses, de pouvoir apprendre l'histoire, hein, la vérité, l'histoire telle qu'elle a été écrite. Et de pouvoir aussi, moi de mon côté, leur transmettre les légendes que j'ai apprises, et puis pourquoi pas, si jamais l'occasion m'est donnée, ou si jamais, de pouvoir leur poser des questions ou des observations, et peut-être d'interpeller certaines observations, pourquoi pas. Et vous parlez de qu'est-ce qui vous fait... Enfin, vous dites le côté réel de la chose, mais... pragmatique, je devrais dire, mais... Oui, voilà, parce que j'aurais envie de dire, de toutes les légendes que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un côté... est-ce qu'on peut pas considérer que c'est là le réel, en fait, la vraie signification des choses? Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le réel et la vérité, c'est un prisme, hein. Donc l'approche purement pragmatique, factuelle des choses est une facette du prisme. L'approche purement mythologique est une autre facette du prisme. Et que l'un sans l'autre, c'est un peu regarder quelque chose par une lorgnette, par un Judas. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard sur la chose qui est un regard partiellement extrêmement pointu, extrêmement précis et extrêmement louable, mais aussi parfois peut-être partiellement incomplet. Parce que pour moi, c'est vraiment l'un et l'autre doivent fonctionner. Pour moi, l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Après, je suis pas prosélyte sur la question, ça ne concerne que moi. Comme je disais, je ne fais que proposer un autre point de vue, pas du tout. Je prétends pas avoir la vérité. Hein. Et alors, quelle connexion vous allez faire avec votre carnet de voyage? Est-ce que vous allez continuer de l'étoffer? Et parce que j'ai entendu que vous avez voyagé dans beaucoup de pays, donc j'ai pas vu j'ai pas tout lu non plus, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait toutes les légendes que vous évoquiez tout à l'heure. Donc est-ce que le but c'est de l'étoffer? Est-ce que vous avez un autre projet autour de ça? Le but c'est vraiment d'étoffer effectivement ce carnet de voyage, hein, de pouvoir lui apporter, parce que dans mon cas, ce qu'on reprochera peut-être à mon carnet de voyage, ou ce qu'on trouvera intéressant, ça dépend du point de vue, c'est que en fait il en dit assez peu sur les lieux les lieux dont je parle en fin de compte. C'est-à-dire que c'est plus un conseil, hein, de dire je vous propose d'aller là et de regarder ça. Après, vous pouvez y voir ce que vous y voyez. Et par exemple, comme le fait de visiter, la visite que je propose de Tara, ça va être une visite où tout simplement on va pas s'arrêter forcément aux endroits habituels. Ça va être, par exemple, j'attache pas d'importance particulière à la pierre de Fall. Ou alors ça va être un tout petit détail sur la pierre de Fall, par exemple, le fait que si jamais on pose le doigt sur le sommet de la pierre et qu'on tourne autour, après on peut si on tourne autour 3 fois, après on peut faire un souhait. Ça va être ce genre de choses en fait. Ou ça c'est la personne qui me l'a fait visiter qui m'a enseigné ça. Après, où ça va être effectivement, par exemple, la tombe de Grania. Donc de pouvoir d'aller à cet endroit en connaissant peut-être un petit peu la légende, et donc du coup de se dire à cet endroit-là, on raconte que cette femme-là est enterrée. Bon, donc et ça c'est des choses qui sont pas écrites c'est pas écrit dans le guide touristique en fait. Oui, c'est-à-dire vous faites sortir l'histoire cachée
C'est-à-dire par rapport à l'histoire officielle. L'histoire mythologique ou les symbolismes. Les petites légendes qui sont liées au lieu. Par exemple, je me suis retrouvée dans un endroit qui s'appelle Chapel Midway, qui se trouve au nord de Dublin. Et cet endroit, j'ai rencontré un des habitants de l'endroit qui donc me racontait que c'est l'espèce de toute petite chapelle c'était un cube de 4 mètres de haut sur 4 mètres de large. Hein. C'était vraiment un tout petit édifice. Cet endroit était lié à 3 autres chapelles qui se trouvaient à différents endroits dans la région, que cet endroit formait un carré, que ce carré, au centre de ce carré, il y avait ce cercle de fées, justement, et qu'en fait, il y avait des souterrains qui reliaient chacune des chapelles, et qu'en fait, il y avait un trésor qui était enterré au milieu du cercle de fées. Bref, tout ça, c'est des légendes qui sont des légendes locales. Après, c'est juste un autre regard sur l'endroit. Après, on peut y voir simplement un cube de 4 mètres sur 4. Quand je vous entends, c'est le mot éveilleuse qui vient. J'ai l'impression que vous aimez éveiller quelque chose chez les gens qui après vont y voir ce qu'ils veulent ou entendre ce qu'ils veulent. Ça vous conviendrait, ça, comme expression? Éveilleuse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un honneur, en tout cas, si c'est le cas. Et parce que j'ai pas de prétention aucune sur le fait d'être plus sage ou plus éveillé que les autres. Simplement, comme un peintre a envie de transmettre c'est un peu sa vision du monde par le biais de sa peinture. Pour moi, ça va se faire plutôt par le biais de la parole et par le biais de raconter des légendes, raconter des histoires. Ce n'est que ma vision du monde. Et est-ce que vous avez envie de faire autrement que... Bon, vous avez ce carnet de voyage. Est-ce que vous pourriez écrire? Est-ce que vous pourriez faire des films? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres projets autour de ça? J'ai ces projets d'écrire certaines chansons. Après, on verra si jamais elles se mettent en musique ou pas. On verra bien. C'est la vie est faite de rencontres, les savoirs. Après, j'avoue que je me laisse plutôt porter par la vie. Je verrai bien comment les choses évolueront. Petit à petit, j'ai été vraiment dans un premier temps, j'étais vraiment dans l'approche de celle qui écoute, de celle qui apprend. Pendant des années, j'étais vraiment dans cette place-là, de celle qui enregistre des informations, qui se nourrit de ces informations. Depuis peu, je suis plutôt dans l'optique de la transmission, tout en restant dans l'écoute et dans l'apprentissage, parce que on ne sait jamais, enfin, comme je disais en début de l'interview, on ne sait jamais d'apprendre. Et donc du coup je pense que quand la prochaine étape se présentera à moi, elle sera évidente, comme elle l'a été les 2 premières fois. Donc j'attends la suite. Il y aura une flèche, vous disiez que vous étiez marqué par le signe de la flèche, il y aura une flèche qui vous dira c'est par là. C'est par là, c'est exactement ça. C'est par là qu'il faut aller. Le langage des signes, vous y croyez? Oui. Vous y êtes sensible? Oui, après je suis sensible parce que ma vie est teintée de merveilleux, j'ai envie d'y voir le merveilleux aussi. J'ai envie que ce soit quelque chose. J'ai envie d'y voir le merveilleux. Et ça me fait plaisir que ce soit le cas. Après qu'on me traite de superstitieuse, on me dira qu'on me traite de superstitieuse ou qu'on me dise ou qu'on me prenne pour une illuminée. Ça, après, ça regarde les gens. Moi, je le vis extrêmement bien et j'embête personne avec ça. Donc à partir de là. J'ai envie de teinter ma vie de merveilleux et d'être sensible aux signes que m'envoie la vie. Et généralement, elle m'a plutôt bien menée au bon endroit, au bon moment. Donc, pourvu que ça dure. Et donc, du coup, je pense que je vais continuer sur cette lancée-là. Et écouter et essayer d'être là au bon endroit, au bon moment. Et toutes ces légendes, tous ces mythes que vous racontez, vous dites j'ai appris pendant longtemps. Vous avez appris à travers ces rencontres de gens qui vous ont raconté, ou vous avez d'autres sources littéraires ou philosophiques? J'ai plein de sources. Ça a commencé par des gens qui m'ont offert des livres. Beaucoup, en fait, la plupart des livres de mythes et légendes, des livres de contes, ce genre de choses, tous ces livres-là m'ont été offerts, pour la plupart.
Vous avez des exemples précis d'ouvrages ou... mais mon tout premier de livre de mythes et légendes, ça a été les contes et légendes égyptiennes. Donc j'ai commencé par là. On me l'a offert quand j'avais 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, on m'a offert... Et alors c'est très drôle parce que la mythologie celtique est restée très très éloignée de moi pendant des années. Donc après, on m'a offert les contes et légendes gréco-romains, j'ai eu les contes et légendes du désert, j'ai eu les contes et légendes bouddhistes, hindous, enfin... Je suis partie très très loin. Toutes les traditions. Je suis partie très très loin de chez moi et après je suis revenue chez moi quand j'ai été amenée en Irlande l'année de mes 13 ans. Et où donc déjà j'ai découvert que mon prénom n'était pas un prénom inventé comme je le pensais, parce que je n'en avais aucune idée jusque-là. Et que donc du coup, et que c'était le nom d'une déesse, donc deuxième découverte, et que tout ça c'était lié à une mythologie, à toute une mythologie qui allait derrière. Donc après, une fois qu'on m'a mis le fil dans les mains, j'ai tiré sur le fil et la bobine a commencé à se dérouler. Et donc du coup, ça m'a emmené sur plein de routes. Mm-hmm. Parce que c'est pareil, l'Égypte m'a emmené sur les routes d'Égypte. Donc je suis partie, j'ai visité Le Caire bien sûr. J'ai visité Karnak, Luxor, la vallée des rois, la vallée des reines, et tous ces endroits pour moi je connaissais extrêmement bien les légendes égyptiennes. Du coup, tous ces endroits, quand je voyais une divinité sur un mur, je connaissais son histoire, je connaissais tout ça, et donc du coup tout ça tous les endroits étaient connectés entre eux. Je connaissais ces lieux en fait, et c'était presque comme lire un livre. De se retrouver face à ces lieux, c'est que du coup j'étais assise à cet endroit-là et que je lisais une histoire que j'avais déjà entendue ou que je connaissais pas encore, et du coup après quand on demande aux gens qui sont autour et qui vivent là, ils ont toujours une histoire, une anecdote à raconter, quelque chose. Voilà. Généralement il suffit de demander. Les gens demandent pas parce qu'ils ont peur de paraître ignorantes. Moi je sais que au départ je suis ignorante et que je demande qu'à apprendre, donc j'ai pas peur de demander. Et ce que vous dites, c'est vrai que sur le site vous donnez peu de choses à... vous préférez que les gens découvrent par eux-mêmes, hein. Est-ce que vous penseriez par exemple à écrire plus précisément les légendes ou à faire des liens entre elles? Pas pour le moment en tout cas, parce que justement j'ai eu la chance qu'on me laisse découvrir par moi-même ces endroits, et qu'en fin de compte je pense que en dire trop c'est influencer la personne, et que j'ai pas du tout envie de priver les gens qui voudraient de la joie de la découverte et des rencontres et de ce genre de choses. Alors on peut dire que d'une certaine manière, faire rencontre avec moi, c'est faire une rencontre, hein. Une rencontre qui va amener sur ce chemin-là. Mais Internet est trop impersonnel pour ça, et trop large, trop vaste, hein, pour que ce soit vraiment quelque chose de précis. Et du coup, j'aurais l'impression un peu de spolier les gens de ce pèlerinage, de ce cheminement, de ce voyage. Même si chacun va vivre ce qu'il a à vivre de manière différente, j'ai pas du tout envie de les priver de ça en fait, de cette espèce de se sentir un petit peu explorateur, chacun à sa manière, et de partir à la rencontre des gens, d'arriver sur place en disant bah voilà j'ai vu ça, et donc du coup c'est comme ça que c'est, et en fait chacun va voir les choses de manière complètement différente. Vous me faites penser à, je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Que la lumière soit, où en fait je raconterai pas l'histoire ici, mais où chacun, il y a une projection de film qui se fait à la fin, et en fait on voit pas, mais on voit tous les spectateurs qui sont enchantés parce que effectivement chacun va y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Il y a un peu de ça, et je pense que le cheminement, enfin chacun à son niveau a un cheminement à faire, hein, et que ce cheminement est pas le même pour tout le monde, et que qui serais-je pour imposer ma vision des choses aux gens. Je prétends, enfin c'est pas pour moi c'est un peu, ce serait m'introduire dans leur tête, dans leur vie, et c'est pas du tout mon but, surtout que je parle de quelque chose qui est en fin de compte assez, c'est pas du factuel, hein, c'est pas pour le coup je fais pas de l'histoire, c'est pas du factuel, hein. Une vérité historique, c'est une vérité historique, hein. Les faits se sont, et encore
et encore c'est souvent raconté par l'histoire, on dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs, bon, donc avec le côté partisan, le côté partisan de l'histoire, hein. Mais après, bon, les objets parlent aussi, les lieux parlent aussi, et les archéologues et les historiens font un travail remarquable dans justement essayer de faire parler ces objets d'un point de vue très factuel. Moi, je fais parler des mythes, hein. Et en fin de compte, faire parler des mythes, c'est un peu faire comme raconter une histoire au coin du feu. Chacun va raconter l'histoire de manière différente. D'ailleurs, les bardes dans la tradition bardique, en tout cas de ce qu'elle m'est venue, de la façon dont elle m'est venue à moi, c'est-à-dire dans la manière dont on me l'a décrite et racontée, et dans la manière dont je l'ai lue. La tradition bardique, c'est aussi d'adapter son propos à son auditoire, hein. Donc une histoire peut être racontée de manière complètement différente suivant les événements sur lesquels on va mettre l'accent. Et en fin de compte, c'est aussi un moyen de passer un message quand... Bon, pour faire un parallèle assez connu, quand Jésus-Christ raconte une parabole, hein, il le fait pour illustrer son propos et pour donner un exemple. Bon, et les bardes les troubadours, les trouvères, tout ça, c'est des traditions qui fonctionnent de cette manière-là, où on va essayer de raconter une histoire pour illustrer un propos, pour mettre en avant des valeurs, tout ça est extrêmement symbolique, hein, et ça va faire appel à la symbolique des gens de l'époque, mais même maintenant, quand on relit ces mythes et ces légendes, c'est des symboliques qui restent en fin de compte, des thématiques qui restent en fin de compte assez actuelles, hein. D'amour, de trahison, de jalousie, de guerre, de combat, de fierté, d'honneur, tout ça c'est des choses qui restent dans le cœur, qui sont dans le cœur des hommes, hein, et qui sont là en permanence, hein. Et je pense que on a voulu gommer dans notre société actuelle, on a voulu gommer tout ça à tort, hein, et qu'on a essayé aseptiser l'être humain en lui donnant un idéal, et un idéal universel, hein, qui en fin de compte dans lequel en fin de compte personne ne se retrouve, parce que personne ne se retrouve jamais dans le consensus. Ça fait jamais plaisir à personne, hein. Vouloir faire plaisir à tout le monde, ça fait jamais plaisir à personne. Et ce qui explique peut-être cet engouement qu'on a pour, on voit ça au salon de l'histoire, mais enfin depuis de très nombreuses années, pour le néo-médiévalisme, le néo-celtisme, c'est-à-dire que les gens vont rechercher ces valeurs dans leur histoire, mais en essayant de les faire revivre aujourd'hui. Je pense que aucun arbre ne peut vivre sans racines. Et je pense que les gens sont à la recherche de ces racines, parce que dans l'histoire actuelle, dans le monde actuel, ils ont du mal à en trouver. Ils ont du mal à en trouver dans leur famille, ils ont du mal à en trouver dans la façon dont le monde fonctionne, parce qu'on est dans un monde qui est très impermanent, qui est très intangible, avec tout ce que ça peut comporter de superbe, mais aussi tout ce que ça peut comporter de compliqué pour s'intégrer. Parce qu'en fin de compte, ce sont des gens qui ont accès à toutes sortes de cultures, toutes sortes de connaissances, avant même d'avoir pu intégrer la leur. Et qu'on est tellement à la recherche d'une espèce de culture universelle qui peut être intéressante à partir du moment où on respecte l'origine de ces différentes cultures, hein. Est-ce que justement cet universalisme, on ne va pas le trouver dans les mythes et légendes qui ont tous comme vous le disiez très bien, qui ont tous des points communs et qui ramènent au même... Qui ont tous des points communs, oui, mais et des différences à la fois, c'est-à-dire que chaque mythe va avoir son exception culturelle, hein. Par exemple, je dirais pas que Morgane et la Morrigan sont les mêmes personnages. Ils ont des attributs communs, elles ont des attributs communs, elles ont des visages en commun, mais pour autant, en fait, elles sont d'époques différentes. Ce qu'on a mis en elle est différent, le symbole qu'on a mis en elle est complètement différent, et c'est exactement, et par exemple, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de faire un parallèle entre les dieux. J'irais pas dire que Kali et la Morrigan sont la même personne, ou que Athéna et Kali sont les mêmes divinités, parce que tout simplement c'est des cultures qui sont extrêmement différentes, qui sont extrêmement variées, qui, même si elles ont des attributs fondamentaux communs, en fin de compte, ce sont que tout ce qui va autour est complètement différent. Et au final, elles sont à l'image de leur peuple, hein, ces divinités. Et que, pour moi, c'est une erreur que d'oublier que les peuples sont différents, et c'est parce qu'ils sont différents qu'ils sont riches et qu'ils peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire que la représentation est différente. Peut-être, l'essence serait la même,
Mais l'expression de ça est peut-être différente. Pour moi, les divinités sont des parangons de leur peuple. Hein. Ils sont leur peuple poussés à l'extrême. Oui, d'une certaine manière, ils sont leur peuple. Ils sont des traits de caractère de leur peuple. Et donc, en fin de compte, ils sont l'essence de ceux qui ont eu foi en eux. Ils prennent l'essence de ceux qui ont foi en eux. Et donc, du coup, d'une certaine manière, ils sont à la fois complètement dissociés et indissociables de ceux qui leur ont donné un nom. Parce que, c'est ce que je disais, le nom a une importance aussi. Un dieu peut avoir de multiples noms et pourtant chacun de ces noms est un visage différent. On a vu beaucoup de visages différents à travers ce que vous nous avez raconté. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose pour conclure cet entretien ? Tout simplement, je pense que si jamais je peux simplement donner envie à ceux qui vous écoutent et qui m'écoutent à travers vous, simplement de laisser un peu de côté leur idée préconçue et simplement d'aller autour de chez eux et de lever la tête et de regarder le nom des rues, ou tout simplement les figures qu'on peut voir sur les frontons de porte, n'importe quoi, ou simplement aller à la rencontre des gens. Alors je pense que j'aurais en partie réussi mon propos, simplement de donner envie aux gens de remettre un peu de merveilleux dans leur existence, même si je pense que la plupart des gens qui vous écoutent ils sont déjà bien engagés sur la voie. Mais parce que vous êtes un peu une radio qui est un peu justement dans cette mouvance de retrouver ses racines et donc du coup si simplement je peux leur donner un autre point de vue sur le prisme dans ces cas-là je pense que j'aurais en partie réussi la raison pour laquelle je suis là. Bien, en tout cas ça a été pour nous une rencontre merveilleuse. Est-ce qu'on peut vous retrouver d'ailleurs concrètement sur internet pour aussi, vous avez des sites précis. Est-ce que vous avez envie de les donner ? Donc du coup, c'est possible de me retrouver sur mon blog, oui. Donc botarnambard.wordpress.com. On va peut-être falloir appeler... C'est problème. Ça s'écrit BOTHARNAMBARD.wordpress, donc WORDPRE2S.com. Donc là, vous pourrez me retrouver. Après, sur les salons, parfois sur les salons, sur les événements. Donc je serai par exemple aux Antinoises bientôt. On croisera peut-être à Pontoise. C'est tout le monde, qui veut venir me parler, discuter avec moi ou se confronter avec moi aussi. Hein, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de problème. On retrouve la guerrière. Se confronter, c'est toujours apprendre, il n'y a pas de problème. Très bien, en tout cas merci beaucoup Morrigan Hainaut, et puis à une prochaine fois avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous et puis effectivement à une prochaine rencontre. À bientôt, au revoir.